celui de la problématique de l'élasticité. D'accord? Je veux refaire la correction puisque en relisant le sujet, je me suis aperçu que j'avais inversé deux choses et je ne veux pas que vous partiez sur une mauvaise correction. Donc, d'ailleurs, je vous ai mis dans le cours la bonne correction, évidemment, mais je veux refaire juste l'exercice. C'est juste un chiffre que j'ai inversé. Euh, Lisons l'élasticité prix par rapport à la demande. Or, c'était l'élasticité de la demande par rapport au prix, donc le calcul n'est pas le même. Et donc, je veux juste prendre 2 minutes pour revenir sur ce point-là. Alors, je vais, hop, la politique prix. Voilà, je vais vous le mettre à l'écran. Voilà. Donc, voilà, oui, je vérifie que je ne me suis pas trompé. Lors de ma précédente correction, d'accord, je vous avais indiqué, je vous avais dit, voilà, vous faites le prix, enfin, la variation du prix divisée par la variation de demande, c'était une erreur. D'accord, ça peut arriver à tout le monde. Le tout est de ne pas vous laisser partir en ayant une erreur dans la tête. Donc, quand on parle d'élasticité demande par rapport au prix, donc on va vérifier comment la demande réagit par rapport à des variations de prix. Donc on va étudier la variation de la demande par rapport à la variation du prix. Dans ce cas, d'accord, dans ce cas, on va faire la demande, la variation de demande divisée par la variation. Donc, bonjour mademoiselle Annan. Juste pour les retardataires, je me permets de revenir sur l'exercice 2 que nous avions corrigé ensemble parce que je vous ai induit en erreur, enfin moi-même ai été induit en erreur par la formulation et après avoir bien réfléchi, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas donné le bon corrigé. Donc je prends 5 minutes pour revenir sur le corrigé. Dans votre Net Campus, c'est le bon corrigé, hein, j'ai mis à jour, mais je ne voulais pas que vous soyez surpris en voyant des choses différentes par rapport à ce que nous avions vu ensemble. Donc je me permets juste de reprendre en 5 minutes cet exercice numéro 2 où le but ici, c'était de calculer l'élasticité. L'élasticité, c'est ce qui permet de vérifier si la demande bouge beaucoup quand il y a une variation du prix. D'accord? Est-ce que la demande est fortement impactée par une variation du prix? Et pour cela, on étudie donc l'élasticité. Et l'élasticité, quand on parle de la demande par rapport au prix, on fait la variation de la demande divisée par la variation du prix. D'accord? C'est ce que l'on retrouve ici pour le produit A. D'accord? La variation de la demande, si on regarde les données de la demande, on est à 900 moins 1000 sur 1000. Donc c'est toujours valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. Donc ici, on obtient un chiffre de moins 0,1 concernant la variation du prix. Même système, prix d'arrivée moins prix de départ, 50 moins 40 sur prix de départ divisé par 40. Ça nous donne 0,25 et quand on regarde la valeur absolue de moins 0,1 divisé par 0,25, on obtient 0,4. Donc on a un chiffre qui est compris entre 0 et 1, ce qui correspond à une demande inélastique. La demande ne réagit pas par rapport au prix. Ici, on a une augmentation du prix de 25% et pourtant une baisse de la demande que de 10%. Donc, on dit ici que la demande est inélastique. La demande ne réagit pas. Les consommateurs ne réagissent pas, ne changent pas beaucoup leur comportement si le prix augmente. Alors, par exemple, c'est le cas de denrées dont on a absolument besoin. Même si ça augmente, comme on en a absolument besoin, denrées alimentaires de base, essence, des choses comme ça, alors la demande n'est pas très impactée par le prix. Deuxième produit, le produit B. Ici, même démarche, hein, toujours variation de la demande divisée par variation du prix. Vous avez les calculs ici à l'écran. Ici, on va avoir une variation de la demande qui bouge de la même façon que le prix bouge. Si le prix augmente de 25%, la demande baisse de 25%.
on parle d'une élasticité parfaite. Il y a une corrélation totale entre la demande et entre le prix et la variation de demande. La variation de prix et la variation de demande. Concernant le produit C, ici, on a toujours variation de demande sur variation de prix et on a une forte réaction de la demande. C'est-à-dire que le prix ayant baissé de 10%, il y a eu une forte augmentation, il y a eu 125% d'augmentation de demande. D'accord ? Donc on voit ici un produit très élastique. La moindre variation de prix va faire bouger fortement la demande. Et plus fortement que la variation du prix. D'accord ? Donc ici, on a une élasticité qui est supérieure à 1. Donc on parle d'une demande très élastique, donc qui est très sensible à une variation du prix. Le consommateur est très sensible dans un sens ou dans l'autre à une variation du prix. Souvent des consommations plaisir, type si demain le ciné c'est à 1 euro, ben, vous allez tous y aller. D'accord. En ce moment, non. Voilà, juste ce petit retour sur cet exercice. Et bien sûr, vous en trouverez le corrigé dans votre séance Net Campus concernant la politique prix. Donc, il me semble bien que nous avions fini l'exercice 3, hein, vous me confirmez, qui était relatif à l'acceptabilité du prix. On est d'accord là-dessus? Oui, Oui. d'accord. Puisque comme j'essaye d'aller au même rythme avec les deux groupes, mais que ce n'est pas forcément évident, je fais gaffe où j'en suis. Bien. Donc, ça c'est fait, c'est calé. On va pouvoir passer au TD qui concernait maintenant la partie distribution. Donc vous voyez, hein, on a vu la partie sur le produit, donc où on avait calculé un certain nombre de choses. On a vu la partie qui était sur le prix. Maintenant, on va voir la partie qui est sur la distribution, le lieu où vous vous trouvez, mais aussi tous les calculs qui sont liés notamment à la zone de chalandise et la façon dont vous distribuez votre produit, soit vous le faites en direct, soit vous passez par un certain nombre de réseaux. Vous avez vu la problématique des réseaux intégrés, des circuits courts, etc. Ça, c'est du court et du pur court qu'il faudra maîtriser. Voyons maintenant ce qu'il en est du TD et notamment des calculs qui étaient demandés, qui sont souvent, quand le sujet est abordé, qui sont souvent posés. Souvent, vous avez, quand il y a un chapitre marketing, souvent vous avez une question courte, par exemple, qu'est-ce que la zone de chalandise? Et puis derrière, vous avez une problématique liée à des calculs, et notamment ici au chiffre d'affaires potentiel qui peut être réalisé dans une zone. D'accord? Alors, il n'y a pas de modèle. D'accord? Il n'y a pas de modèle de présentation, et il n'y a pas de modèle, comment dire, puisque vous avez vu que des fois on va vous parler d'IDC, donc d'indice de consommation, des fois on va vous parler, vous verrez que dans l'exercice 2, on va parler du pouvoir d'achat des gens dans la zone. Il faut bien lire les choses, bien comprendre ce que l'on veut, et ensuite décomposer. Je suis plutôt dans la technique tableau, et d'ailleurs dans les 6 jeux qui sont proposés, bien souvent on accompagne le sujet d'un tableau qu'il faut remplir, de façon à ce qu'on puisse arriver jusqu'à un chiffre d'affaires prévisionnel par rapport à une décision d'implantation. Alors, on va prendre notre TD et on va regarder comment on va travailler. Je vais vous partager. Voilà pour notre TD. Alors, on va déjà repérer tout ce qui nous est donné comme indication et voir comment on va s'en servir. D'abord, on a une zone de chalandise qui est découpée en 3 zones. Alors souvent, ce sont des cercles concentriques, d'accord. Ici, les 3 zones ont une population qui est différente. La première zone, il y a 10 000 euros. La zone primaire, la zone secondaire, il y a 10 000 personnes. La zone secondaire, 20 000. Et la zone tertiaire, 40 000 personnes.
Euh, Ici, on vous dit que l'IDC est de 1,30. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à une consommation moyenne, les gens consomment 1,3 fois plus que la consommation moyenne. Quand on a un IDC supérieur à 1, c'est que dans cette zone-là, les gens, les personnes consomment plus. Si on a un IDC évidemment inférieur à 1, ça voudrait dire que les gens consomment moins que la moyenne. Donc ici, on a un nombre de personnes, on a un IDC qui nous est donné et on a un montant des dépenses moyennes. Ici, il est de 313 euros avec une petite subtilité. On nous indique deux choses, deux renseignements supplémentaires qu'il va falloir prendre en compte. On nous indique que, d'abord, c'est pour des dépenses de lunettes. On nous indique que ces dépenses sont valables pour 4 ans. Donc, ça veut dire que si on nous demande un chiffre d'affaires annuel, il va falloir diviser ce montant par 4. Et que ce montant ne concerne pas tout le monde, puisqu'il n'y a que 50% des gens des personnes qui font partie de la zone, qui portent des lunettes. Donc, des clients potentiels. Ceux qui ne portent pas des lunettes, je ne vois pas l'intérêt de venir acheter des lunettes et je ne vois pas non plus l'intérêt de les comptabiliser dans nos chiffres. Allez-y, Charlotte, je vous écoute. Oui, mais du coup, moi, j'avais une question. Est-ce que du coup, après, quand on fait le calcul et qu'on doit comptabiliser le nombre d'habitants, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on le divise par deux ou pas du coup, puisque le taux porteur, il est à 50% ou pas? Alors, le moment où vous allez le diviser, il faut qu'il soit logique. Mais encore une fois, il n'y a pas. Imaginons que vous le divisiez à la fin. Je pense, à mon avis, que vous allez trouver exactement le même résultat. Quand Ok, vous allez tout diviser par deux, une fois que vous aurez votre chiffre d'affaires, vous allez diviser par deux, parce qu'il n'y a que 50% des gens. Finalement, comme on n'est que dans des divisés, des fois qui se succèdent, 2 fois 3 fois 3, c'est la même chose que 2 fois 2 fois 3. D'accord? oui, oui. Donc, ça ne va pas poser trop de problèmes sur votre résultat. Maintenant, sur votre compréhension, ça peut peut-être poser un problème. Alors, moi, je vais vous proposer une correction. D'accord? On peut Ok, tout à fait en discuter quant à la pertinence de l'ordre que j'ai pris dans tous les cas. En ce qui concerne le chiffre d'affaires potentiel, on doit se baser sur le nombre de personnes qui potentiellement peuvent venir acheter au magasin, donc qui font partie de la zone de chalandise et qui sont ici, dans notre cas, porteurs de lunettes. ouais, ben, c'est bon, alors je l'ai fait là aussi, ouais. Je l'ai fait direct au chiffre d'affaires potentiel. Voilà. Ça, vous allez multiplier par le montant des dépenses que vous allez multiplier aussi par l'IDC. Ce sont les trois choses à prendre en compte quand on parle du chiffre d'affaires potentiel. Oui, Ensuite, quand on parlera du chiffre d'affaires réel, il faudra regarder la captation possible, mais aussi les évasions et les invasions de la zone. On en discutera après. Cette première partie d'information nous permet de calculer le chiffre d'affaires que les gens vont consacrer. D'accord? Quel est le chiffre d'affaires qui potentiellement peut être acquis? Alors bien sûr, je ne vais pas tout prendre, mais il y a peut-être une partie que je vais pouvoir prendre. Ce sera les calculs qui vont concerner le chiffre d'affaires réel. Le chiffre d'affaires potentiel, c'est tout le chiffre d'affaires qu'on pourrait éventuellement faire dans la zone. Donc ici, on va le calculer zone par zone, puisque c'est ce qu'on nous demande. Alors, voilà le petit tableau que moi j'ai construit. J'ai construit quelque chose qui va prendre ici mes trois zones. La zone primaire, la zone secondaire et la zone tertiaire. Je vais vous l'agrandir au fur et à mesure. Voilà. Hop. A priori, vous devriez plutôt bien voir. Là, ce sera plus facile. Donc, j'ai pris mes trois zones et donc j'ai pris d'abord, évidemment, le nombre de personnes ici dans chaque zone. J'ai reporté dans mon tableau le nombre de personnes dans chaque zone et ensuite, j'ai appliqué le taux des porteurs, le taux des clients potentiels qui va me permettre d'avoir des clients potentiels. Donc, dans chaque zone, ici, je l'ai détaillé. On aurait pu ne pas le détailler à ce niveau-là, mais dans chaque zone, il y a 50% de la population de la zone qui porte des lunettes et donc qui sont des clients potentiels. D'ailleurs, je les ai identifiés après en les calculant. Le nombre de porteurs de lunettes donc, qui sont des clients potentiels, j'ai pris à chaque fois le nombre de personnes fois le taux.
Ici, mon tableau va présenter le moindre détail de calcul. Je ne pense pas qu'à l'examen, on vous demande autant de détails. D'accord? Quoique, je crois que le troisième exercice, il est plutôt, il ressemble très fort à un examen et on vous demande le détail des calculs. Donc, voilà pour cette première partie-là. Donc ici, j'ai mis tous mes clients qui sont potentiellement, qui pourraient être potentiellement intéressés par mon produit. Donc, les dépenses moyennes, ici, sont de 313. Alors, évidemment, ici, c'est une dépense pour 4 ans. Donc, tout simplement, j'ai recalculé une dépense ensuite. Ici, une dépense annuelle. Ensuite, je vais appliquer sur cette dépense l'IDC. D'accord? Ce qui va me permettre maintenant d'avoir une dépense avec l'impact IDC. Donc finalement, les gens, comme dans cette zone-là, ils consomment plus, et on a estimé qu'ils consommaient 1,2 fois plus que la moyenne, j'ai pris ma dépense moyenne que j'ai multipliée par mon taux IDC. Donc, dans la zone primaire, 5000 personnes portent des lunettes, donc sont susceptibles d'acheter. Chaque personne consacre environ 78,25, mais j'ai multiplié par 1,3 parce qu'ils consomment plus spécifiquement Amazon, ici. Et donc, je vais avoir leur chiffre d'affaires potentiel par zone. Donc, le chiffre d'affaires potentiel, ici, c'est le nombre de personnes multiplié par la consommation moyenne, impactée de l'IDC. On aurait pu avoir un calcul direct, 10 000 fois 50% fois 313 divisé par 4 multiplié par 1,3. Et j'aurais retrouvé exactement la même chose. Vous auriez pu aussi avoir votre 50% à la fin et vous auriez retrouvé la même chose. Mais la façon d'aborder les choses me paraît beaucoup plus logique ici. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pas de questions, c'est clair pour vous? Bien, je vais m'attaquer à la partie de chiffre d'affaires réel. Alors, qu'est-ce qu'on va d'abord interpréter, regarder un petit peu ce qu'on nous dit ici. Dans cette partie-là, je réduis un peu. Je travaille avec plusieurs écrans, alors des fois. Voilà. Alors, on nous a dit, voilà, vous êtes capable, le responsable, suite à une étude que vous avez faite, vous êtes capable de capter 20% des achats de la zone primaire, 8% des achats de la zone secondaire et 3% des achats de la zone tertiaire. Donc, ça veut dire qu'on a un taux d'attractivité, finalement ici, on parle de notre taux d'attractivité, ou on peut l'appeler aussi taux de captation client. Il n'y a pas vraiment de nom déterminé. Il est différent en fonction des zones. Donc il faudra l'appliquer évidemment en fonction de la zone. On appliquera le taux qui correspond à la zone. Ensuite, on vous dit que 12% des clients vont acheter ailleurs, en dehors de la zone. C'est ce qu'on appelle l'évasion client. Vous avez toujours des clients qui partent acheter ailleurs pour X raisons. Mais vous avez aussi des clients, et ça c'est l'invasion, et c'est ici la dernière phrase qui nous dit ça, vous avez des personnes qui sont en dehors de la zone et qui viennent acheter dans la zone. Alors, ici, on va pouvoir appliquer, que je retourne sur mon tableau. Alors, je vais répondre à la question.
Alors, la question c'était donc quel est le chiffre réel de la zone, hein. Donc le chiffre réel de la zone, je vais le prendre ici avec le... Ah, mademoiselle Célia. Bonjour mademoiselle Célia, qu'est-ce qui se passe à Lille? Personne ne veut venir voir mon cours? On ne va pas l'agresser dès le départ, Célia. Donc, je disais, a priori, normalement, le chiffre d'affaires réel, c'est le chiffre d'affaires moins l'évasion plus l'évasion. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, non? Oui, Oui. monsieur, on est tous d'accord. Vous pouvez répéter, vous avez dit moins évasion plus évasion? Oui, C'est attendez, ça? j'ai dit le chiffre d'affaires moins l'évasion plus l'invasion. Ah ok, excusez-moi, merci. J'ai peut-être dit le contraire, hein, j'avoue que c'est aussi la fin de la journée pour tout le monde. Alors, oui, désolé du retard, j'ai eu un souci, pas de souci, ça marche. Donc, on va ici sur chaque zone. Hop, je vais faire ça. On va ici sur chaque zone regarder l'évasion et l'invasion. Donc, je vais reprendre mon CA potentiel, d'accord? Ici, mon CA potentiel. Voilà, pour chaque zone. Et ensuite, je vais calculer l'invasion et l'évasion pour chaque zone. Alors, est-ce qu'il était opportun de réunir à ce moment-là les zones? Pas trop. Donc, on va mettre le détail, on va marquer le taux d'évasion. Donc ici, mon taux d'évasion, c'est 12,6, hein, je crois. 12,6, parfait. Donc le taux d'évasion, il est pour tout le monde de 12%. Et donc, je vais pouvoir calculer maintenant le CA que je perds, d'accord? À cause de l'évasion. Je vais mettre perte de CA. Donc ici, je vais faire 508 625 fois 12%. Donc ici, ça sera 1 017 250 fois 12%. OK. Et ici, ça sera 2 034 500. Je vais refaire le même principe, mais avec l'invasion. Donc le taux ici d'invasion, il est de 6%. Monsieur, excusez-moi, on ne peut pas faire directement 12 moins 6 et du coup, après, on fait fois 6%. Vous avez compris Ouais, ou pas? ouais. Ouais, mais votre fois 6%, ensuite vous l'enlevez ou vous l'ajoutez?
Ben, je l'enlève. D'accord, oui. Je fais moins. En fait, je fais le chiffre d'affaires potentiel moins chiffre d'affaires potentiel fois 0,06. Ouais, ça marche Ça, aussi. ok. Mais ça marche parce que l'évasion est plus importante que l'invasion. Si Oui. ça avait été le contraire, il aurait fallu faire plus. Oui. Oui, oui. D'accord. Alors, vous pouvez prendre des raccourcis, hein, aucun problème. Vous pouvez prendre des raccourcis, simplement juste faites bien attention à ce que votre raccourci soit logique. D'accord. Mais effectivement, vous pouvez prendre des raccourcis sans aucun souci. Donc, maintenant, je vais pouvoir avoir mon chiffre d'affaires réel, le CA réel. Le CA réel, c'est 508 625 moins 61 035 plus 30 517,50. D'accord. Ça, moins l'évasion, plus l'invasion. Ici, 1 017 250, moins 122 070, moins 61 035. Le dernier, 2 millions. Il faut juste que je vérifie mes chiffres, hein, parce que là, il y en a un qui ne va pas. Je le sens. Hop, ça va pas. Ça peut pas être égal à ça. Ok. Ok. Donc, ici, 2 034 500 moins l'évasion, 244 140, plus l'invasion, 122 070. Voilà, j'ai calculé mon chiffre d'affaires réel. Maintenant, on va passer au chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, potentiel, on a appliqué l'IDC. Réel, c'est une deuxième étape, on applique tout ce qui est invasion et évasion. Et maintenant, pour la partie du chiffre d'affaires prévisionnel que moi je peux faire, je vais devoir appliquer les taux de captation que ici. Donc je pars du chiffre d'affaires réel, hein, tout simplement. Je repars de ça. Je vais indiquer mon taux d'attraction. Mon taux d'attraction. Ici, hop, on est à 28,3. 20%. 8% et 3%. Et donc enfin, je vais avoir mon CA prévisionnel. Bon, je ne vous remets pas le calcul, hein, mais vous avez bien compris qu'on va prendre le CA réel fois le taux et on va trouver ici mon calcul. Pour répondre à la question, bien sûr, il faut ajouter les 3 zones, bien sûr. Là, le premier étant par zone, ici.
Voilà pour la résolution de cet exercice. Vous voyez, on y va étape par étape. Alors ici, on va bien identifier aussi cette partie-là. Et enfin, cette partie-là, pour que vous compreniez bien que c'était là le résultat qu'il fallait trouver. Y a-t-il des questions par rapport à cet exercice? Il faut suivre la méthode, hein, tout simplement. Hein. La première partie sur le potentiel, ben, on regarde tout ce que la zone est capable d'offrir en termes de chiffre d'affaires. Sur le réel, on va y prendre en compte l'invasion et l'évasion. Et ensuite, sur le prévisionnel, on va regarder ce que moi je suis capable de capter sur ce chiffre d'affaires. C'est bon pour tout le monde? Pardon, c'est bon pour tout le monde? Non, moi je trouve pas les mêmes résultats en fait, parce que c'est quoi en fait le chiffre d'affaires prévisionnel total? Les 229 491,60 représentent quoi? La, La, la la somme, zone primaire? la somme des trois zones. En fait, pour moi, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires. En fait, c'est pas le chiffre d'affaires total, parce qu'il faudrait rajouter en plus le chiffre d'affaires réel. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Attends, je vais répondre tout de suite à votre question. Je marque d'abord pour que vous compreniez bien. Alors, vous me dites quoi? En fait, pour moi, le calcul n'est pas terminé. Parce que à 95 621,50, je rajoute 478 107,50 pour avoir mon chiffre d'affaires total, prévisionnel. Là, les 95 000, pour moi, c'est juste une possibilité d'augmentation sur le chiffre d'affaires réel. Non, 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 non. Le Ah, chiffre, je vous explique, hein, d'accord? oui, oui, oui. Le chiffre d'affaires réel, c'est le chiffre d'affaires que la zone peut offrir. Dans la zone, donc zone 1, 2 et 3, hein, peu importe laquelle, et cumulé si je travaille sur toute ma zone de chalandise. Dans la zone primaire, il y a 478 107 euros à prendre. Moi, là-dessus, je suis capable d'en prendre 20%. Donc, je suis capable de prendre 95 euros pour la zone primaire et 950 000 euros, 76 000 euros pour la zone secondaire et 57 000 euros pour la zone tertiaire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou vous voulez que je recommence l'explication? Oui, ça, bon, en fait, c'est un chiffre d'affaires minimum garanti, en fait, sur le chiffre d'affaires prévisionnel, sur ce qui est réalisable. Alors, le chiffre d'affaires réel, c'est le maximum possible. Voilà. Et au minimum, ce serait 95 Et 600. moi, c'est pas au Ok. minimum. Et moi, je dis que je suis capable, vous voyez, le responsable pense capter 20% des achats de la zone primaire. Donc, je suis capable de capter 20% des achats possibles en zone primaire. Les gens dans la zone primaire vont acheter pour 478 000 euros. Et moi, je suis capable d'en capter 20%. Voilà pourquoi je suis reparti de 478 000 euros, soit 20%, et j'atterris à mon chiffre d'affaires prévisionnel de 95 000 euros. Ça marche pour vous? Ça y est, j'ai compris. Merci. Merci bien. Et donc, j'ai additionné mes trois zones, évidemment, pour trouver mon 229 491. Ok, ça y est. D'autres questions? N'hésitez pas, en plus, on n'est pas nombreux là. 9, waouh. Ok, bon, on va pouvoir donc passer au numéro 2. On va d'abord lire un petit peu, alors une petite, ouais, un petit truc. Oui. Donc, allons-y. On a une zone, d'accord? On a un magasin de sport. On a une zone 106 400 personnes dans la zone. On a ici une notion de ménage. On dit que parce que finalement, la dépense, elle va être donnée par ménage. Donc il va falloir trouver combien il y a de ménage. Et on vous dit qu'un ménage est composé en général, en moyenne, de 2,8 personnes. Donc vous voyez bien un petit peu déjà où on veut nous amener. On vous dit que l'indice de richesse régionale est de 96%, enfin de 0,96. Ça veut dire que dans la zone, les gens sont un peu moins riches. Mais ils dépensent plus. On peut être moins riche et dépenser plus. Hein. Puisque l'indice de dépense, il est de 1,35. Ils dépensent plus que la moyenne. Et que la moyenne des dépenses est de 300 euros par an. Le chiffre d'affaires des concurrents est de 6 millions.
Donc ça, c'est des choses que je ne suis pas capable de prendre, a priori. Et moi, j'ai un taux d'attractivité qui est de 10%. Est-ce que c'est clair sur les différentes données que j'ai ici, d'accord, qui va me permettre de regarder tout ça? On y va? Ok. Allez, c'est parti. Donc, hop, ici, on va mettre les calculs que l'on a fait. Première chose que je vais poser, évidemment, c'est le nombre d'habitants dans ma zone. Et je crois que c'est à Cambrai, il me semble. Non, Cambrai, ouais, c'est près de chez moi. Donc, ici, 106 000 euros, 106 400 personnes, pas de souci là-dessus. Je vais poser le nombre de personnes par ménage ou par foyer et pour trouver le nombre de foyers. Donc, ce qui veut dire qu'ici, il y a 38 000 foyers dans la zone. Ensuite, je vais m'occuper des données relatives aux dépenses moyennes, 300 euros, d'accord. Un indice de richesse qui va faire baisser obligatoirement ma dépense. Comme les gens sont moins riches, a priori, ils vont dépenser moins. D'accord. Mais j'ai un IDC qui est supérieur à la moyenne, 1,35. Donc finalement, chaque ménage va dépenser 388,80 €. Donc ici, on va arriver sur mon CA potentiel de 14 millions. OK. Alors, donc, moi je suis... Ici, il n'y a pas d'invasion, pas d'évasion. D'accord. Pas d'invasion, pas d'évasion. Donc, mon CA réel, il est égal à mon CA potentiel puisqu'il n'y a pas de phénomène d'invasion ni d'évasion. Alors, normalement, maintenant, comment on calcule le CA que je risque de prendre? On va calculer le CA que je risque de prendre en faisant le CA fois mon taux d'attractivité moins la concurrence. Donc ici, mon CA prévisionnel, « 14 774 400 fois 10% moins la concurrence, 6 millions. Donc allons-y. N'oublie pas les parenthèses. Ça fois 10% moins 6 millions. Je vais éviter de faire des espaces. Moins 6 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et bim, chiffre d'affaires négatif. Voilà. Ça n'est pas possible de m'installer dans cette zone avec une possibilité d'attraction de 10%. C'est impossible. Il faudrait ici que j'ai une attraction qui soit supérieure à 50%. À cause de quoi? À cause de la concurrence. Ça marche? Vous avez compris? J'ai suivi la méthodologie du cours, tout simplement. Nos 3 chiffres, le potentiel, le réel, le prévisionnel.
Ok, moi j'ai encore une question, excusez-moi. Et pourquoi vous estimez le taux d'attractivité de la zone pour que ce soit rentable à 50%? Bon, parce que je me dis que 50% peut tomber au-dessus de la concurrence et que si je remplace ici par 50%, imaginons, non, je l'ai fait de tête. Hein. Voilà, là, je suis rentable à 1,3 million. Enfin, je suis Ah oui, capable, d'accord, ok. Il pas faut parce que ce que soit positif. faut que ça soit positif. Et il faut que je capte plus de 6 millions des 14 millions là. Donc, grosso modo, là, je vous ai fait un truc à la louche à 50%, mais peut-être qu'à 40%, ça passe. Non, bah, à 40%, ça passe pas. Donc, à 45%, à 45%, je suis capable de faire un CA de 600 000 euros. Par contre, si je n'ai qu'un pouvoir d'attraction des clients de 10% de tout ce qui se fait dans la zone, c'est mort. Je ne suis pas capable de vendre. Je ne suis pas capable de générer parce qu'il y a trop de concurrence. Ok, merci. Alors, notre troisième. Alors, il est un peu plus long, peut-être un peu plus complexe. On va peut-être. C'est un petit quart d'heure. Oui, bon, finira peut-être pas aujourd'hui. On va déjà le lire, hein, d'accord? Donc, vous êtes stagiaire dans une supérette, 270 mètres carrés à Vizerne, dans le Pas-de-Calais, le 62. Votre maître de stage, maître Collin, envisage d'accroître sa surface de point de vente. Avant de décider l'agrandissement du magasin, donc il veut augmenter de 130 mètres carrés, il vous demande de faire quelques petits calculs, et notamment le chiffre d'affaires annuel prévisionnel. Donc on voit ici qu'on a notre zone, donc, qui est composée de 5 villes a priori. Il n'y a pas forcément une nécessité de distinguer les villes, puisque dans les informations, il n'y a rien qui se rattache à une ville propre. Donc on peut estimer que on peut avoir qu'une seule zone en rajoutant tous les habitants de la zone. Donc le ménage est composé de 2,5 personnes, on avait les mêmes données tout à l'heure à peu près. Les dépenses de la zone, 8 800 euros par ménage et par mois. La part consacrée à l'alimentaire est de 18%. Voilà, en tout cas, si tu d'accord. Ok. A priori, pas de notion d'IDC ni de taux de richesse, donc on va pouvoir calculer la partie CA potentiel. Allez, on y va. Donc ici, je vais faire ça comme ça. Hop, je vais faire ça comme ça. Total habitants de la zone. Ce que je vous dis, il n'y a pas de raison de différencier chaque ville. Donc, je ne vais pas multiplier les calculs. Je vais. Voilà. Est-ce que quelqu'un est parti comme ça aussi? Voilà. A priori, j'ai 72 000 personnes. Non, 7 200 personnes. J'ai oublié personne. 2300. J'ai 7 230 personnes dans la zone. Alors, est-ce que Valérie, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Merci. Donc 2,5 personnes par foyer. Hop. Nombre de foyers. Ça, il faut diviser par ça. Ah oui, mais je crois qu'il y avait un tableau. C'est bien de me faire tilt, mais je crois que... Oui, monsieur, il y a un tableau en annexe.
D'accord, alors il faut juste que je le retrouve, ça, c'est politique de distribution. On va autant se caler sur le tableau en complétant le tableau. Alors, nombre d'habitants de la zone, je vais prendre comme le tableau, hein, d'accord? Nombre d'habitants, ben, voilà, nombre d'habitants de la zone, on le calcule, hop, on va faire ça comme ça. Tac, 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 tac. Voilà, allez, hop, on va quand même faire ça bien. 2395 plus 900 plus 712 plus 535 plus 2680. Voilà. Le calcul qui a été fait. Et là, voilà. Deuxième partie, on nous dit le nombre de ménages. Bon, ben voilà. Hop, nombre de ménages. Ben, tout simplement, je vais prendre le nombre de personnes divisé par le nombre de personnes par ménage. Donc 2,5. J'arrive à 2892 personnes. Les dépenses commercialisables, dépenses commerciales, évasion commerciale, dépenses alimentaires. Okay. Alors, dépenses commercialisables. Regardons ce que nous donne le sujet. Les dépenses commercialisables de la zone s'élèvent à 8890 francs, peu importe, dans la zone et par mois. Alors, on va travailler par mois au départ et puis on verra, tout en sachant que s'il y a un besoin annuel par la suite, je regarde le tableau, CA mensuel, d'accord, on part d'abord sur un CA mensuel, donc on peut travailler en mois. Donc ici, les dépenses commercialisables, 2892 fois 8890. Voilà, donc j'arrive à 25 millions de dépenses commercialisables. Après, je pense que c'est les dépenses alimentaires, d'accord. Donc en fait, les gens dépensent 25 millions. Mais dans ces dépenses, il y a une partie qui est consacrée à l'alimentaire et c'est 18%. Donc les dépenses alimentaires mensuelles. Je vais reprendre les 25 709 880 fois 18%. Vous voyez qu'ici, c'est pas très compliqué, il faut suivre ce que l'on lit, d'accord, et puis avoir un peu de logique quant au calcul qu'on fait. Monsieur, juste, je comprends pas quelque chose. En fait, dans l'annexe, moi, ça m'a perturbée parce qu'ils ont mis dépenses alimentaires mensuelles, mais à dépenses commercialisables, ils n'ont pas précisé mensuelles. Du coup, moi, j'ai fait ça. Après, j'ai fait x12, enfin, pour faire pour l'année. En fait, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'à un endroit, il y a marqué mensuel et pas à l'autre. Alors, d'abord, en fait, il faut raisonner. Alors, peut-être qu'ici, il y avait un petit piège là. On ne vous précise pas que c'est mensuel, mais dans tous les cas, comme on va travailler tout en mois dans l'annexe, après, on reprend que
après, il faut considérer ça tout en moins, puisque le but, c'est d'arriver à un CA mensuel d'alimentaire. D'accord? Donc, a priori, Oui, ok. S'il y en a un qui est indiqué mensuel, de toute voilà, façon, je ouais, vois ça pas paraît pourquoi. logique. Oui, oui. Oui. Et de toute façon, là, les 8890, c'est par mois. Donc, voilà, je reste par mois. D'accord? Donc, j'ai pris 18% de cette somme-là et je vais arriver à la suite à ce qu'on appelle l'évasion commerciale. Donc, hop, l'évasion commerciale. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le centre commercial Auchan, situé à 15 km de la zone, attire 64% du CA alimentaire de la zone du magasin. Donc j'ai 64% qui s'en vont dans le Auchan qui se trouve un peu plus loin. D'accord? 64%. Les supermarchés Attaque et Leclerc, concurrents de la zone de chalandise, attirent respectivement 23 et 32% des zones. Alors ça sera nos concurrents. D'accord? Donc je sais que de ma zone, déjà, s'en vont 64%. Donc, il n'y a pas d'invasion, puisque les supermarchés, eux, c'est la concurrence, mais dans la zone. D'accord. Et il y a divers commerces, Shopee Spar, c'est aussi de la zone. Donc, j'ai une évasion qui est de 64%. Parce qu'en fait, monsieur, après, les deux autres, là, c'est concurrence, en fait, quand c'est dans la Voilà. zone. Oui, Ok. quand c'est dans la zone, c'est de la concurrence. Donc ici, 627 778, je ne mets pas les virgules, vous avez compris, fois 64%, c'est l'évasion. Mais là, monsieur, vous avez pris l'évasion. En fait, c'est là, moi, où j'ai bloqué. Je comprends pas. J'avais pas compris. Parce que pour moi, l'évasion, on l'a calculé. Enfin, j'étais restée bloquée sur le truc du chiffre d'affaires, là. Mais là, comme on l'a pas encore calculé, on prend juste des dépenses, en fait. Voilà. Bah, Ok, les d'accord. dépenses, c'est votre chiffre d'affaires. Hein. Les dépenses que les gens font, c'est votre chiffre d'affaires. Oui, oui. D'accord. Donc en Ok. fait, ici, c'est des dépenses qu'ils iront à faire ailleurs, donc du chiffre d'affaires en moins pour vous. D'accord. Donc les dépenses de la zone, ou votre chiffre d'affaires potentiel, hein. Comment vous l'avez calculé la dépense de la zone? Bah, du coup, j'aurais fait dépenses alimentaires mensuelles moins évasion commerciale, non? Exactement. Donc 4 627 778 moins 2 961 778. Vous voyez qu'on n'utilise pas forcément les mêmes termes que vous avez dans le cours, qu'on a vu dans l'exercice précédent, mais il faut. Voilà, c'est de la logique finalement. Donc ça, moins ça, voilà les dépenses qui peuvent être réalisées dans la zone. Ensuite, hop, la concurrence. D'accord? Alors, il y a plusieurs choses au niveau de la concurrence, mais grosso modo, on va pouvoir ajouter les pourcentages. Déjà, dans la zone, on vous dit bien concurrent dans la zone, d'accord? Dans la zone ici, donc je rappelle, tout ce qui est dans la zone, c'est des concurrents, tout ce qui est hors la zone, c'est de l'évasion. Donc dans la zone ici, il y a 28 et 32, et il y a aussi 15 pour les petits commerces. Donc 28 et 32, 60, plus 15, 75.
Les 75%, c'est 28% plus 32% plus 15%. Donc, voilà ce que va embarquer la concurrence. Et donc moi, ensuite, ici, on va retrouver maintenant le CA mensuel alimentaire. Puisque pour l'instant, on n'a parlé que de l'alimentaire. Donc 1 666 000 moins la concurrence, 1 249 500. Voilà. Donc moi, il me reste 416 500 €. Ça, c'est du mensuel. Ensuite, on vous demande de le retravailler en annuel. Bon, pas très compliqué, hein. Évidemment, vous allez prendre vos 416 500 que vous allez multiplier par 12. Et enfin, on vous demande le CA annuel total. En sachant que ça représente 80%, la part des produits alimentaires représente 80% du chiffre d'affaires de votre magasin. Donc, il va falloir faire un petit produit en croix. Si ça représente 80%, alors je ramène à 1% et je remultiplie par 100 pour avoir les 100%. Voilà mon chiffre d'affaires annuel total, produits alimentaires plus autres produits, puisque ça représente 80%. Ça représente 100%. Le calcul, vous l'avez là. C'est un produit en croix très... Il manque peut-être des euros là. Un produit en croix simple. Ensuite, on vous demande le CA annuel par mètre carré. Hein. Vous allez tout simplement reprendre votre CA annuel de 6 247 500. Bon, alors là, clairement, on va additionner les deux. Hein. On ne sait pas si on doit se baser sur les 270 ou les 130. Je pense qu'on peut partir sur les 400 mètres carrés. Sur les 400 mètres carrés. Je sais pourquoi ils font ça, parce qu'il y a des indices. Voilà le chiffre d'affaires. Souvent dans les commerces comme ça, dans la grande et moyenne distribution, on calcule le chiffre d'affaires au mètre carré. Ce sont des indices et on vous dit, voilà, si vous avez un chiffre d'affaires de 10 000, vous êtes bien, 15 000, vous n'êtes pas très bien. La norme pour une grande surface, type de plus de 1000 mètres carrés, c'est autant d'euros par mètre carré. Bon, ici, on n'a pas la suite de l'exercice, mais je pense que c'était ça. C'était ce type d'exercice, parce que je sais que ça fonctionne comme ça en grande et moyenne surface. Est-ce que c'est bon pour vous?
Il a juste à dérouler. Hein. Franchement, il n'y a rien de très compliqué. Vous voyez qu'on a fait des moins, des plus, des fois pourcents. Oui, c'est bon. Je pense, Mm. pense pas que ce soit très compliqué. On se met tout ça dans le Net Campus. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Vous pouvez commencer à aborder le chapitre sur la communication. C'est plutôt sympa, il n'y a pas de chiffres. Vous allez être content. Ça marche? Ah, Ah, à il n'y a pas de chiffres. vendredi, merci. Il n'y a pas de chiffres dans ce chapitre. Allez, à vendredi, ciao. Au revoir, merci.